Startup Live à Vivatech 2022. Alors bonjour et bienvenue, je suis Farid Arabe, entrepreneur et podcasteur. Je suis actuellement à Vivatech pour la saison 2022 et nous avons des invités de marque. On va parler beaucoup de certains pays que nous aimons en Afrique, je pense, et on va laisser donc se présenter nos invités. Haïfa Ben Salem, je suis originaire de Tunisie et je travaille actuellement à ITC, Centre du commerce international. Nous sommes une agence des Nations Unies et de l'OMC, donc nous intervenons sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des réglementations, donc on aide et on travaille ensemble avec les gouvernements pour créer ou bien renforcer des réglementations favorables à l'innovation, à la technologie. Le deuxième niveau, nous travaillons avec les institutions d'appui, qui sont les tech hubs, les accélérateurs, les acteurs de l'écosystème, pour les renforcer et les aider à mieux accompagner les entrepreneurs. Et le troisième niveau, c'est le niveau, on va dire, le plus palpitant, dynamique, c'est le travail direct avec les startups digitales, peu importe leur domaine. Et Monsieur Martin. Voilà, Martin Labbé, je suis français, je travaille également au Centre du commerce international avec Haïfa. Et donc nous avons des activités que Haïfa décrivait dans ces pays qui sont en plein boom. Et on a beaucoup de chance puisqu'on a vu au cours des 5 dernières années réellement un décollage de l'entrepreneuriat digital. Et on l'a vu avec les investissements, on en parle beaucoup, on parle beaucoup de l'investissement en Afrique, le capital risque qui a été multiplié par 5 en l'espace de 5, voilà, ça décolle vraiment. En même temps, il faut quand même relativiser, ça reste que moins d'1% du capital risque global quand même. Et puis il est essentiellement concentré sur 4 pays. Donc nous intervenons sur les autres pays. Nous sommes sur ces pays de 2e voire 3e rang. Et bien sûr, quand on est sur des écosystèmes comme le Sénégal, par exemple là à Vivatech, nous sommes présents pour exposer avec des entreprises sénégalaises. Nous avons également des entreprises qui viennent de Tanzanie, de Côte d'Ivoire, du Mali qui sont présentes, qui participent à ce salon. Et là, on voit bien qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'économie africaine. Par contre, sur le terrain, une fois qu'on sort des écosystèmes des capitales, on est sous le radar, on en parlait tout à l'heure, sous le radar, Du fameux hors voilà, radar, le hors radar. Et donc on est en dehors du radar lorsque on est à Kaolack par exemple au Sénégal. Quelles sont les perspectives pour développer une activité? C'est pas évident. Donc beaucoup de concentration du capital risque sur quelques écosystèmes, en relativisant le poids de ce capital risque quand même malgré tout, même si c'est bien qu'il soit en croissance par rapport aux tendances globales. Donc pour la personne qui est dans un écosystème de 2e rang en province, c'est quand même très dur. Parce qu'aujourd'hui, vous essentiellement, ce sont des pays qui sont en Afrique, francophones, anglophones, dans les 2 langues. Alors on fait les 2 langues, on a des activités en Afrique francophone et en Afrique anglophone. D'ailleurs on est des 2 côtés du continent, on a des activités au Sénégal, au Ghana, en Éthiopie, en Tanzanie, en Zambie même, donc sur 11 pays. Et oui. L'objectif réussi, ça serait quoi? On se revoit dans 3-4 ans et vous me dites, bon, on a réussi. Et ça serait quoi? Alors, juste pour répondre à la première question, donc nous sommes basés à Genève, Martin et moi. Cependant, nous avons 3 bureaux régionaux. Celui de l'Afrique de l'Est est basé à Kampala, en Ouganda. Et en Afrique de l'Ouest, pour servir à la fois les marchés francophones et anglophones, un à Dakar et un à Accra. Pour arriver à la deuxième question, alors hier, on a eu l'honneur d'avoir Madame la déléguée générale de la DER qui a donné une keynote au panel. Et pour clairement résumer, il y avait une slide qui résume notre objectif. L'état de l'écosystème sénégalais de la tech en 2017 et l'état de l'écosystème sénégalais aujourd'hui. D'une population pas très connectée à un coût de l'accès à Internet réduit de 80%. Premier point. Deuxième point, pas d'acteurs forts de l'écosystème à aujourd'hui plusieurs acteurs. Donc l'ADER, je mentionne, le CETIC, Je Collapse, la scène Startup, qui est l'organe fédérateur des startups du Sénégal.
Le troisième point, des startups un peu éparses, qui font des choses, on ne sait pas trop, a quand même la première licorne francophone africaine. Pour moi, ça résume tout. Notre objectif, c'est l'évolution des écosystèmes tech. Et je pense que le Sénégal montre un très bon exemple d'évolution en seulement quelques années. Oui, on a été à Africa Arena et on a vu que les statistiques, je crois que c'est même un des seuls pays francophones qui tire un peu son épingle du jeu. Bon, connaissant un peu aussi l'écosystème sénégalais, ça ne m'étonne pas parce que les Sénégalais, c'est des vrais bosseurs. On voit qu'aujourd'hui, il y a différentes problématiques sur place sur lesquelles vous ne pouvez peut-être ou on ne peut pas en tout cas agir, c'est sur les lois par exemple vis-à-vis des banques centrales. Moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes startups africaines qui me disent mais nous on voudrait pouvoir recevoir, envoyer par PayPal parce que c'est les outils qui sont utilisés, utiliser de l'euro, utiliser du dollar, on est assez limité. Ce qu'on a vu comme d'autres problématiques aussi, c'était la concurrence qu'il peut y avoir parce que certains font du freelance à distance, donc ont des salaires beaucoup plus élevés que niveau local. Donc les industries n'arrivent pas à embaucher en termes de PME et de grandir en tant que PME parce qu'ils sont en concurrence directe sur des salaires où leurs jeunes qui viennent les voir font du freelance en ligne et donc ils n'arrivent pas à grandir en termes de ressources. Donc il n'y a pas que nous en Europe qui ont des problématiques de ressources internes. On a vu qu'il y avait différentes problématiques sur lesquelles vous agissez aujourd'hui. C'est très compliqué parce qu'effectivement, quand on parle d'activités comme un accompagnement sur Vivatech, oui, ça on peut faire et puis c'est immédiat. Accompagner sur une amélioration d'un écosystème, d'un cadre réglementaire, c'est quelque chose qui se fait sur 1, 2, 3 ans. Donc c'est très long. On a nos camarades de i4Policy avec Evaso par exemple, qui font un travail excellent d'accompagnement sur la mise en place de Startup Act. Le Sénégal était, après la Tunisie, le premier à le faire en Afrique subsaharienne. Et on voit que ça prend du temps. Donc il y a plusieurs écosystèmes où on parle de Startup Act depuis longtemps. Pourquoi ça prend du temps ? Parce que ça a beaucoup d'implications en termes, par exemple, d'accès au marché public, de création d'entreprises, en termes d'investissement public pour l'accompagnement. Donc c'est long, c'est dur et on essaye d'accompagner, nous, avec un plaidoyer. Donc c'est équiper une organisation comme Sen Startup ou CI20 à Abidjan d'une capacité à parler au nom du secteur au pouvoir public. Parce que c'est ce dialogue-là qu'il faut mettre en place. Mais comment vous le faites ? Par exemple, vous intervenez sur des workshops ensemble, sur des ateliers, il y a des événements, vous leur donnez la parole ? Le plaidoyer, c'est lorsqu'on arrive à mettre ensemble les deux parties. Donc, c'est leur donner la possibilité d'organiser, par exemple, le SACEN à Abidjan, là, il y a quelques semaines, Haïfa y était. On avait le CI20 et le ministre présent. Et donc, c'est à ce moment-là que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance du secteur. Voilà, exactement. Il y a cette fonction-là. Après, on n'interviendra pas, nous, sur la rédaction des textes de loi. Ça, c'est, par exemple, je parlais de i4Policy, ils font ça très bien. Donc, on essaye d'être complémentaires aussi. Parce que souvent, on peut reprocher à ces projets d'appui comme le nôtre de fonctionner en silo. Et au contraire, nous, notre approche, c'est de travailler ensemble. On travaille avec l'ambassade de France ici sur le stand Sénégal. On est avec un projet financé par l'Union européenne. Nous-mêmes, nous sommes financés par les Pays-Bas. Donc on essaie d'avoir une approche concertée. Deuxième point, l'accès au talent. Ça, effectivement, c'est un énorme problème. Et là aussi, comme le changement de cadre réglementaire, ce sont des problèmes qu'il faut résoudre avec une pensée à long terme. Parce que nous-mêmes, nous faisons de la formation. On fait des formations d'1 semaine, 3 mois. Mais là, on parle de former des gens pour la vie. Et donc, c'est 2, 3, 4 ans. Et ces cycles longs, des projets d'appui ne peuvent pas le faire. Donc, il faut les pouvoirs publics à nouveau. Et il faut un investissement, non pas dans la quantité, mais dans la qualité. Et je trouve que l'exemple du Rwanda est intéressant, ou un partenariat international. Parce que là aussi, on n'amène pas simplement une marque. On amène une université qui a un rayonnement, qui a des compétences. Et donc, les gens qui sont dans ce cadre-là sortent avec des savoir-faire. Quand le cadre traditionnel ne suffit pas, je trouve par exemple que l'approche École 42, elle est extrêmement intéressante. Et on voit une localisation de cette approche avec Bakeli à Dakar,
c'est de dire on assemble des cours en ligne qui sont disponibles, des MOOC, et puis on amène les jeunes à suivre sur un cursus de 6 mois, 12 mois, ces cours avec une logique de gestion de projet. Pas une logique de je suis dans un cours et j'apprends. Mais ça, effectivement, ce sont les deux grands enjeux. C'est faire comprendre au pouvoir public que le digital, c'est important et c'est le secteur de demain. Aujourd'hui déjà, on prend les entreprises, l'industrie du service en Afrique. Dans la plupart des pays, c'est le premier secteur. On parle toujours de l'agriculture. Le secteur des services, c'est le premier secteur dans le PIB. Et le digital, il est là en tant que secteur et puis surtout en tant qu'outil de modernisation et de transformation de tous les autres secteurs. Vous travaillez sur des pays, parce que ce que j'ai compris, vous êtes sur 3 pays localement, vous travaillez sur les 11 pays. Est-ce qu'il y a des focus sur lesquels votre équipe par exemple est allée? J'ai entendu, je crois, qu'il y avait le Bénin, il y avait le Rwanda. Les prochaines, par exemple, opérations, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'aller sur place, vous parlez à des startups directement ou vous passez plutôt par des acteurs de l'écosystème comme des tech hubs, vous venez en appui, en support. Je suis un tech hub, je viens d'ouvrir, je suis au Rwanda, je peux vous contacter, comment ça se passe? Oui, c'est absolument cela. Alors pour les 11 marchés, on aimerait y être en physique, mais nous ne pouvons pas. C'est pour ça que nous avons nos hubs régionaux. En ce qui concerne l'API, donc oui, clairement, comme Martin l'a dit, nous n'aimons pas travailler en silo. Nous établissons des partenariats avec des acteurs, que ce soit régionaux, locaux ou bien internationaux. Dans plusieurs pays, donc nous travaillons, je donne l'exemple juste maintenant qui est très live du Sénégal où nous sommes ici avec l'ADER. Donc oui, les tech hubs locaux, si ils veulent mettre en œuvre des activités qui sont aussi dans notre mandat. Nous contribuons à faire cela, nous mettons en place des activités conjointes, que ce soit des activités sur la formation, sur du coaching, mais également des activités d'événements et de visibilité. Alors nous faisons cela ensemble pour tout l'écosystème. Il y a aussi un autre aspect de notre travail, c'est le renforcement même de ces acteurs-là. Donc ça fait aussi partie de notre mandat. Nous avons travaillé avec des acteurs comme l'association d'éthique en Gambie pour les structurer, par exemple, pour faire leur stratégie, pour que eux également puissent mieux offrir leurs services à leurs entreprises. Donc nous faisons cela aussi. Je suis un tech hub, je peux vous contacter directement, je vais trouver des appuis. Vous allez m'aider finalement à gagner en expérience et c'est les startups qui vont aussi gagner. Mais les startups, est-ce qu'elles peuvent passer directement par vous ou il y a aussi cette possibilité ? Oui, absolument. Donc nous avons, comme j'ai dit, 3 niveaux. Le premier, c'est tout ce qui est réglementation. Le deuxième, c'est les acteurs de l'écosystème, donc inclus les tech hubs que je viens de mentionner. Et le troisième, c'est celui des startups. Alors comment nous faisons cela ? Dans les pays où nous sommes présents, donc les 11, nous lançons des appels à candidature d'une façon ponctuelle et nous acceptons les candidatures de startups qui sont éligibles à nos programmes. Donc elles doivent être digitales ou digitally enabled, elles doivent quand même avoir un produit minimum viable et avoir une volonté de scale. Scale soit avec des nouveaux produits, soit vers d'autres écosystèmes. Donc oui, elles peuvent nous intégrer. MVP par exemple, pour vous, ça serait le produit, il est en capacité de rentrer tout de suite sur le marché. À quelle phase finalement on peut rentrer chez vous ? Est-ce qu'on a déjà fait du seed ? Est-ce qu'on a déjà un produit qui est terminé ? J'ai mon site web, j'ai mon application, je peux y aller ? Ou est-ce qu'en amont vous intervenez ? Vous intervenez à quel moment de l'intégration ? On intervient lorsqu'il y a déjà eu une validation par le marché. Même si elle est sur une phase vraiment... L'entreprise doit être créée. On n'est pas du tout bon, nous, sur l'accompagnement en phase d'idéation, d'incubation. Non, ça, c'est pas notre métier. On est sur l'accélération, le passage à l'échelle et avec un focus sur l'international. C'est vraiment ça, notre valeur ajoutée. Le centre du commerce international, notre ADN, c'est ça. C'est vraiment aider les entreprises à aller sur l'international. Donc, une entreprise qui a déjà une validation du marché, on va l'aider à affiner son modèle d'affaires et on va l'aider à aller sur l'international. Et donc ça, c'est très intéressant parce que aller sur l'international avec une PME, par exemple, c'est une logique d'export.
aller sur l'international quand on est une start-up et qu'on a un service qui est dans le cloud, on n'est pas dans une logique d'exportation forcément. On va à l'international. On va peut-être ouvrir une filiale, on va peut-être travailler avec un franchisé, on va peut-être travailler tout simplement, rester dans le cloud et offrir un service qui n'est pas localisé physiquement. Et donc là, justement, je trouve que ça, c'est le prochain point. On a déjà des entreprises qui exportent des services au Sénégal, par exemple, qui sont présentes sur le marché français, puisqu'on est à Vivatech. On a encore trop peu de start-up africaines qui arrivent à s'internationaliser en dehors de l'Afrique. Donc on a les success stories à la Flutterwave par exemple, qui prend le marché de la fintech en Afrique d'assaut, mais en dehors du continent, il y a encore très très peu de success stories. Mais nous qui avons organisé beaucoup d'hackathons, quand on est sur des supports d'idéation, quand on est avec eux, il n'y a pas encore cette ouverture de dire je peux toucher au monde. Il y a eu au départ, je pense, des croyances limitantes en se disant le monde ne peut pas être pour moi. Pourquoi il le serait? J'ai jamais été habitué, je ne l'ai pas rencontré. Et nous, ce qu'on fait dans nos hackathons par exemple, on fait toujours des lives avec d'autres pays. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un peu les yeux s'ouvrir en se disant mais ces mecs là-bas, ils font comme moi, ils ont déjà bougé, ils ont déjà fait ça. Et ça, souvent, on voit qu'il y a une sorte de petite étoile en disant, on voit un petit déclic en se disant mais c'est possible, on peut travailler, on peut discuter, c'est accessible. Et c'est vrai que souvent, c'est peut-être même eux-mêmes qui se limitent en se disant que ce n'est pas possible. Donc, de ce que je comprends, vous faites beaucoup de soft landing, c'est-à-dire que vous les aidez à aller dans d'autres pays. Et vous faites aussi du coaching, mais c'est pas souvent on a beaucoup de coaching technique, mais vous apportez peut-être aussi une expertise sur le juridique, comment s'installer, comment créer une entreprise. Je suis sénégalais, je voudrais aller en Gambie. Vous allez peut-être m'expliquer comment je vais créer une filiale, c'est quoi les tenants et les aboutissants, comment je fais pour trouver un cofondateur sur place, est-ce que j'y vais moi? Enfin, vous pouvez répondre à toutes ces questions-là. Alors. Ici, nous le faisons à travers plusieurs moyens. Le premier, c'est que nous avons tout un curriculum sur comment internationaliser sa start-up. Donc nous avons non seulement le curriculum qu'on offre en tant que coaching, mais également un outil de diagnostic qui permet aussi de savoir quel est l'état et si la start-up est prête à s'internationaliser ou non. Vous avez quasiment théorisé quoi. Absolument. Donc, et mis en pratique, pardon. Et mis en pratique. Pas que la théorie, oui. La pratique, c'est fast track. Oui, absolument. Et comme on va dire pratique justement de cela, nous faisons ce qu'on appelle des missions de B2B. Nous consultons nos startups, nous voyons quel est dans un pays donné, quel est leur pays d'intérêt justement pour l'expansion, et nous organisons des délégations où nous recrutons quelqu'un sur place, business developer, qui connaît très très bien l'écosystème et qui organise des rencontres B2B totalement ciblées à leurs besoins. Donc notre but, c'est justement, comme tu disais Martin, c'est la pratique. C'est oui, je vais voir 5 entreprises qui pourraient m'aider à m'implanter. Oui, alors, excuse-moi, enfin, je vais juste, par rapport à ça, je pensais à notre collègue Mustapha, par exemple, qui est basé à Dakar. Il est allé plusieurs fois déjà à Abidjan avec des entreprises sénégalaises qu'il a amenées sur le marché ivoirien et vice-versa. Donc on a des entreprises ivoiriennes quasiment qu'on accueille. On fait du matchmaking en B2B où, comme vous connaissez la startup, vous savez un peu les intérêts qu'elle a. La personne, nous c'est ce qu'on appelle souvent dans la fonderie notre country manager. Vous avez un country manager qui connaît l'écosystème, qui va vous dire ok, ils doivent rencontrer telle et telle startup parce que ça peut matcher et qu'il peut y avoir du business. Parce que, comme vous le dites, c'est vraiment d'être question pragmatique. C'est quand il dépasse. Et c'est quoi les retours alors finalement? Ça fait combien de temps que vous le faites? Est-ce que vous avez des retours? Il y a des succès? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que il y a d'autres choses qui sont apprises aussi? Parce qu'il y en a qui disent mais non, finalement, grâce à vous, j'y vais pas. Parce que c'est pas comme ça, c'est pas le bon produit, je suis pas assez prêt. C'est quoi les retours? Alors les retours, c'est des entrepreneurs qui s'engagent aussi, parce qu'il faut qu'il y ait une volonté, il y a beaucoup de projets d'appui. Donc ça, c'est quand même aujourd'hui un problème aussi, il faut le dire. Il y a beaucoup de projets d'appui qui courent après les mêmes entrepreneurs. Donc lorsqu'ils jouent le jeu et qu'ils s'impliquent et qu'on a un dialogue sur comment répondre à leurs besoins, donc c'est pas venir et dire on va dérouler ce catalogue de prestations, voilà, dans les 24 prochains mois, vous allez avoir droit à ça, ça, ça et ça. C'est vraiment
bon, qu'est-ce que vous voulez faire dans les 3 prochains mois, et puis ensuite on rediscute de la suite de l'accompagnement. Donc on essaye d'être vraiment agile par rapport à ce qu'on peut offrir, parce qu'on ne veut pas de coaching ou de formation où il n'y a personne dans la salle. On se rend compte aussi que l'entrepreneur, il faut lui laisser le temps d'aller gérer son entreprise, de développer son business. Mais moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, qui nous disent, mais écoute Farid, certaines structures aujourd'hui, il faut que je délivre, presque. C'est moi le client, on m'a dit je dois rendre un document de tel à tel jour, mais je me sens même pas prêt, il me dit à le répondre, je comprends pas le document, on m'a demandé de remplir, donc moi finalement, comme je suis dans un cursus, je remplis, j'envoie, mais je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça sert, et finalement on lui demande même souvent de délivrer, de passer d'une étape à une deuxième, comme si c'était un produit, il était lui-même le produit d'un projet d'appui, où finalement à la fin eux-mêmes avaient dit voilà, cette startup ça fait 3 mois qu'on l'a, on l'a sortie, et voilà, on passe au suivant. Et c'est vrai qu'il y a il y a un temps aujourd'hui où que les entrepreneurs n'ont pas, c'est aussi le temps de digestion, le temps de patience, de réflexion. Et nous, on trouve très difficile de trouver les bons coachs, parce que pour nous, les bons coachs ou les bons mentors, nous, on essaie de le faire aussi dans l'organisation, c'est de trouver des entrepreneurs qui connaissent aussi la réalité, le côté empirique des choses. J'ai pas de liquide, j'ai pas assez d'espèces, comment je fais, je dois faire patienter une banque, un client il veut pas me payer, comment je le relance. Parce qu'un ami me disait, mais tu sais, être patron, c'est savoir faire du recouvrement, c'est rappeler le client sans le perdre. Mais il me dit ça, il n'y a pas de cours sur internet. Il me dit, moi j'ai envie de parler à un autre patron, je lui dis mais comment tu fais. Et donc ils ont souvent envie d'avoir un père qui leur explique par quoi il est déjà passé. Et c'est vrai que c'est très difficile, parce que en France, c'est très difficile parce qu'on a très peu de licornes ou de startups qui ont eu des succès et qui se mettent à disposition de l'écosystème. Alors, j'imagine pas en Afrique le nombre de gens qui ont développé ce que nous on appelle des sociétés à hyper croissance. Parce que moi, nous on a développé déjà des startups, et expliquer à des gens la scalabilité. Et par exemple, mais comment tu fais pour passer de 0 à 50 à 100 salariés? Par exemple, il y a des gens qui comprennent à quoi sert un DRH. Parce qu'il a licencié au bout de 2 personnes, il comprend qu'il a une relation et que maintenant, puisqu'il grandit, il lui faut un DRH. Mais comment on explique des étapes, d'une étape à une autre? Parce que c'est un vrai modèle de différence, l'hypercroissance. Et il faut trouver les gens qui sont en capacité d'expliquer ce que c'est que l'hypercroissance. Et comment aujourd'hui vous trouvez les bonnes personnes pour aller avec ces gens-là en disant, toi tu as une start-up, voilà comment ça se passe, voilà nous les use cases qu'on a déjà eu, et comment on peut nous t'aider finalement à lever des fonds. Qu'est-ce qu'un bon pack d'associés, combien tu dois lever pour le premier tour, le deuxième tour, comment ça se passe, comment vous recrutez un peu vos coachs, l'ITC, on est dans l'accompagnement de la PME depuis 1964, donc on a des réseaux qui sont en place, sur lesquels on peut s'appuyer. Dans le domaine du numérique, qui est un domaine assez nouveau, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Donc on a eu le temps de mettre en place des réseaux, et on continue bien sûr. Et puis par rapport à cette notion de s'assurer qu'on offre quelque chose qui est ancré vraiment dans la réalité, qui repose sur une vraie expérience, ça c'est essentiel. Dans le secteur du numérique encore plus que dans les autres, je trouve. Parce qu'on a en face de nous des gens qui sont smart, des gens qui ont fait des études, qui généralement viennent avec une expérience professionnelle. Donc on est quand même face à des entrepreneurs qui sont exigeants, et je trouve ça très très bien. Donc on essaye aussi par exemple d'organiser des manifestations de réseautage. Diabel à Dakar, une fois tous les 3 mois, organise un petit déjeuner thématique. On a des partenaires qui interviennent, des banques, des investisseurs, des coachs, et pendant 2 heures il y a un échange qui se fait. Donc on trouve que ça a beaucoup de valeur ajoutée. Quand on part en délégation aussi, c'est entre eux de s'assurer qu'ils puissent échanger. Et puis on essaie de mettre sur pied en ce moment une communauté de pratique sur le thème de l'agritech. Donc on a des agritech en Éthiopie, on en a au Sénégal, on en a au Bénin. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils échangent par rapport à leurs problèmes, des retours d'expérience, des échanges de bonnes pratiques. Parce qu'ils sont confrontés à des problèmes tout bêtes. C'est j'ai un capteur que j'importe à tel prix, il ne marche pas très bien, comment je le programme, comment je l'adapte pour faire un système de contrôle d'irrigation par exemple. Une des dernières questions, pour vous, c'est quoi les défis de demain pour votre organisation? Alors, les défis de demain pour notre organisation, je dirais peut-être certaines thématiques comme par exemple le changement de réglementation que vous avez mentionné au tout début prennent beaucoup de temps. Et nous avons certaines startups qui nous parlent juste là en échangeant avec certaines d'entre elles, tout ce qui est par exemple cross-border payment.
thématiques comme ça, c'est des challenges de tous les jours, hein. Nous, on a vraiment la vision un peu macro sur ça. Mais nos startups nous disent, moi, j'ai décroché un gros contrat dans un marché voisin, mais je ne peux pas être payé, par exemple. Et c'est là où nous voyons où certains écosystèmes sont déjà beaucoup en avance, dans le Kenya notamment sur ces thématiques, mais dans les pays plus, les économies plus intermédiaires, ça, par exemple, c'est l'un des problèmes. Donc je dirais certaines réglementations ne sont pas adaptées ou n'ont pas le pouvoir d'être adaptées, transformées, updatées, mises à jour aussi rapidement que d'autres changements. Que le monde des startups, parce qu'en plus vous travaillez dans le monde des startups en Afrique. Il y a une administration et il y a des jeunes en plus qui ont une envie fabuleuse que dès demain ça marche et qui ont une frustration énorme parce que y a une loi qui est là, qui date depuis 30 ans, que personne ne sait comment changer parce qu'il y a des incidences et que c'est très très difficile de pouvoir le faire. Et l'accès au financement pour vous, est-ce que c'est un vrai défi ou pas ou c'est en train de changer là? Les gens, le regard est en train d'arriver en Afrique. L'accès au financement maintenant, avec le capital risque, on a vu qu'il y avait maintenant des vraies opportunités, hein. Donc il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que parce qu'ils sont entrepreneurs dans la tech, automatiquement ils ont un droit de tirage sur ce capital risque. C'est faux, hein. Donc ça ne marche pas comme ça. Et non, mais je pense que l'accès au financement, c'est un problème peut-être un peu moins aigu dans notre secteur en général. Là maintenant, hein, actuellement, ouais, ça c'est clair. Pour revenir à ce que disait Haïfa, on a une vraie opportunité et un vrai challenge, c'est le marché unique africain. Donc le ZECLAF. Voilà. Ça. Donc ça c'est un vrai challenge, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir l'amener au domaine des services, ce marché unique africain, et puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le secteur du numérique. En Europe, il y a un grand marché unique du digital qui est en train de se mettre en place. Comment est-ce qu'on va avoir une version africaine de ça? Parce que ça, je pense que c'est important. C'est notamment pour voir des vrais champions panafricains se développer. Je parlais de Flutterwave tout à l'heure, il y en a quelques-uns, c'est surtout dans la fintech, hein, c'est le sujet qu'abordait Haïfa, ces paiements digitalisés, le faible taux de bancarisation, c'est vraiment un domaine où on a vu une explosion d'entreprises très innovantes et qui marchent très bien. Comment est-ce qu'on va voir des entreprises dans d'autres secteurs, dans l'éducation, dans le commerce, dans la santé, avoir le même impact? Ça, je pense que c'est important. Et donc, on aimerait, nous, accompagner ces entreprises. Et puis surtout, c'est voir des écosystèmes de deuxième rang se développer davantage. Allez, dernière petite question. C'est quoi pour vous, quelle est votre sauce secrète? Qu'est-ce qui fait que votre organisation aujourd'hui, elle est comme ça? Qu'est-ce qui vous définit? C'est quoi l'ADN? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est la team qui est choisie? Est-ce que c'est l'historique? Le fait que vous êtes dans le commerce international? C'est quoi votre sauce secrète? Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais je pense qu'il est très important, c'est de garder des relations humaines avant tout. Pour moi, une organisation aussi grande que l'ONU, on a beaucoup de process. Des longs process, on est présent vraiment partout dans le monde. Et je pense la raison pour laquelle la sauce secrète justement, c'est de garder ce rapport humain avec nos entrepreneurs. On leur parle tout le temps sur WhatsApp. On voit un post LinkedIn où il dit qu'il a levé des fonds, on revient, comment c'était et tout. On revient souvent demander leurs besoins. Et je pense que ça, c'est très très important pour un programme d'accompagnement. Où parfois on se retrouve juste à remplir peut-être des Excel ou autre. Et il faut toujours garder l'humain et les relations sociales dans ça. Moi, c'est ce que je pense. Pareil. Super. Écoutez, merci beaucoup. C'était un échange super. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ça avec grande attention. Et puis on ira voir s'il y a eu des retours. On verra. Il y a un lien, il y a quelque part, s'ils veulent candidater, que ce soit les tech clubs ou les startups, il y a un site web. Alors, il y a clairement, c'est notre site qui est www.intrascène.org, mais il faut chercher le projet NTF5. Et NTF5, c'est quasiment un code secret Startup Live qu'on vous donne. C'est comme les codes promo, hein. Et Fast Track Tech aussi, hein, et Fast Track Tech. Et avec ça, ils peuvent nous remonter vers nous. On a une logique de cohorte, donc il n'y a pas tout le temps les portes ouvertes. La prochaine, ça sera mi-2023. Écoutez, merci beaucoup, c'était super intéressant. Donc on vous laisse sur Startup Live.